À la fin de la fête de fin d'année de mon entreprise, je suis rentré chez moi pour trouver ma fille effondrée devant la porte. Ma sœur, adossée au mur, a haussé les épaules, je l'ai juste un peu disciplinée. Mes parents sont sortis, le regard froid. Elle l'a bien mérité. Tremblante, j'ai appelé les secours. Mais quand l'urgentiste a vu ma sœur, elle s'est figée et a murmuré « Madame, est-ce vraiment votre sœur ?» Parce que, en réalité, la salle de conférence scintillait de guirlandes lumineuses et de flûtes de champagne. Le 15 décembre, tout le monde chez Mire et Associés s'était mis sur son 31 pour la célébration annuelle, et je me tenais près de la fenêtre dans ma robe bleu marine, regardant la neige tomber sur les gratte-ciel du centre-ville. Mon téléphone a vibré 3 fois dans ma pochette, mais je l'ai ignoré. Ces événements n'avaient lieu qu'une fois par an, et mon patron avait spécifiquement mentionné vouloir discuter de ma promotion à venir. Sarah, un autre verre ? Ma collègue, Jennifer, est apparue à mon coude avec 2 flûtes. Je devrais probablement bientôt y aller. J'ai jeté un œil à ma montre. 20h30, Amber est seule à la maison. Jennifer a balayé mon inquiétude d'un geste de la main. Ta sœur ne reste pas avec toi ? Et tes parents sont venus hier, non ? Elle va bien. Ma sœur, Nathalie, était arrivée de Portland 2 semaines plus tôt, affirmant qu'elle avait besoin de faire une pause dans son travail de vendeuse. Nos parents, Linda et George, avaient fait la route depuis leur communauté de retraités en Floride pour passer du temps avec leur petite fille. Cet arrangement aurait dû être réconfortant. Au lieu de cela, quelque chose me tordait l'estomac chaque matin quand je partais travailler. Amber avait 12 ans, elle était brillante et sensible, avec les boucles brunes de son père et mon menton têtu. Après le divorce il y a 3 ans, David avait déménagé en Californie pour sa nouvelle femme et n'appelait que rarement. Ma fille avait appris à compter sur elle-même, devenant plus silencieuse à chaque appel d'anniversaire manqué. Le téléphone a de nouveau vibré. Je l'ai sorti cette fois, voyant 3 appels manqués de mon numéro de domicile. Un SMS de Nathalie disait « Tout est sous contrôle. Ne te presse pas, quelque chose dans ces quelques mots m'a glacé les mains. Je dois y aller. » J'ai posé mon champagne intact et j'ai attrapé mon manteau sur le portant près de la porte. Jennifer m'a appelé, mais j'étais déjà dans l'ascenseur, martelant le bouton du rez-de-chaussée. La descente m'a semblé interminable. Mes talons claquaient sur le sol en marbre alors que je franchissais les portes tournantes pour entrer dans la nuit de décembre. La neige avait commencé à tomber plus fort, recouvrant mes cheveux et mes épaules pendant que je courais vers le parking. La circulation était au ralenti dans les rues glissantes. Je me suis agrippé au volant, empruntant des rues secondaires et des ruelles que j'évitais normalement. Le trajet de 20 minutes s'est étiré sur 40. Mon téléphone restait silencieux dans le porte-gobelet, ce qui, d'une certaine manière, semblait pire qu'un nouvel appel. Notre immeuble est enfin apparu, sa façade de briques couverte de décorations de Noël que le propriétaire avait installées la semaine dernière. J'ai abandonné ma voiture sur une place visiteur et j'ai sprinté vers l'entrée, mes talons glissant sur le trottoir verglacé. L'ascenseur est monté jusqu'au 4e étage. Le couloir s'étendait devant moi, avec la porte de notre appartement visible au bout. Quelque chose de sombre gisait, recroquevillé contre elle. J'ai couru. Amber était allongée sur le ventre sur le tapis du couloir, un bras tendu vers la poignée de la porte. Son pull violet préféré était déchiré à l'épaule. Du sang séché collait ses boucles sombres sur le côté gauche de sa tête. Amber. Je suis tombé à genoux, mes mains tremblant alors que je touchais son cou. Un pouls. Dieu merci. Faible mais régulier. Sa peau était comme de la glace. La porte de l'appartement s'est ouverte. Nathalie s'est appuyée contre le cadre, en pantalon de yoga et pull ample, les bras croisés. Ses cheveux blonds étaient tirés en une queue de cheval parfaite. Elle avait l'air absolument calme. Oh, tu es rentré. Elle a examiné ses ongles manucurés. Je l'ai juste un peu discipliné. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai délicatement bercé la tête d'Amber, sentant la chaleur collante du sang frais. Mes parents ont émergé du salon derrière Nathalie. Linda portait son expression désapprobatrice habituelle, les lèvres pincées. George se tenait les mains dans les poches, sans croiser mon regard. Elle l'a bien mérité, a annoncé Linda. Cet enfant n'a aucun respect. Elle répond, refuse de faire de simples corvées. Nous avons essayé de t'aider à l'élever correctement. Elle saigne, ai-je dit, ma voix se brisant. Elle est inconsciente dans le couloir.
Arrête de faire ta dramatique. Nathalie a examiné le cadre de la porte comme s'il présentait plus d'intérêt que le corps de sa nièce. Elle est tombée. Les enfants tombent tout le temps. Mes mains cherchaient maladroitement mon téléphone. J'ai composé le 911, donnant notre adresse les dents claquantes. Les questions calmes de l'opérateur m'ont aidé à maîtriser ma panique. Oui, elle respire. Non, je ne sais pas depuis combien de temps elle est inconsciente. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Tu exagères, a marmonné Georges. Tu fais une scène, comme toujours. Je l'ai ignoré, retirant mon manteau pour le draper sur le corps immobile d'Amber. Son visage paraissait si petit contre le tapis sombre, ses lèvres teintées de bleu. Depuis combien de temps était-elle là? Combien de fois mon téléphone avait-il vibré pendant que je sirotais du champagne en parlant de promotion? L'opérateur est resté en ligne, me guidant pour vérifier à nouveau la respiration d'Amber et m'assurer qu'elle restait stable. 8 minutes m'ont semblé être 8 heures. Les sirènes ont retenti au loin. Je suis resté par terre, une main sur l'épaule de ma fille, priant pour qu'elle ouvre les yeux. Nathalie s'était retirée dans l'appartement. Mes parents se tenaient sur le seuil, comme des sentinelles, n'offrant ni aide ni réconfort. Des bruits de pas ont martelé l'escalier. 2 secouristes sont apparus, transportant du matériel, un homme et une femme en uniforme bleu marine. La femme a pris les devants, s'agenouillant à côté de moi avec une efficacité professionnelle. Que s'est-il passé? Elle a sorti un tensiomètre, l'enroulant autour du bras mince d'Amber. Je viens de rentrer et je l'ai trouvé comme ça. Les mots se sont bousculés. Ma sœur a dit qu'elle l'avait disciplinée, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a du sang dans ses cheveux. Elle ne se réveille pas, le secouriste masculin a projeté une lumière dans les yeux d'Amber, vérifiant la réaction de ses pupilles. La femme a palpé l'arrière de la tête de ma fille avec précaution, ses doigts gantés revenant rouges. Possible commotion cérébrale. Nous devons stabiliser son cou. Ils se sont déplacés avec une efficacité synchronisée, plaçant un collier cervical autour du cou d'Amber. Nathalie est réapparue dans l'embrasure de la porte. La secouriste a levé les yeux tout en fixant le collier, et tout son corps s'est raidi. Le tensiomètre a glissé de ses mains. « Madame », a-t-elle dit en fixant ma sœur, le visage vidé de toute couleur. « Est-ce vraiment votre sœur ?»« Oui, Nathalie. »« Pourquoi ?» La secouriste s'est levée lentement, son partenaire la regardant avec confusion. Elle m'a entraîné quelques pas plus loin, sa voix baissant pour devenir à peine plus qu'un murmure. « Parce que, en fait, j'ai soigné une petite fille il y a 2 ans. Même immeuble, un autre étage. 8 ans. Multiples contusions, un bras cassé. Les blessures ne correspondaient pas à l'histoire que les parents avaient racontée. Elle a dégluti difficilement. La mère ressemblait exactement à votre sœur. Même visage, même cheveux. Mais elle a donné le nom de Victoria Chen. J'ai senti le sang quitter mon visage. C'est impossible. Je n'oublie jamais un visage, a-t-elle dit doucement, surtout dans des cas comme celui-là. Les services de protection de l'enfance ont été appelés, mais la famille a disparu avant la fin de l'enquête. Ses yeux ont rencontré les miens. Le nom du père était Robert Chen. La fille s'appelait Emma. Nathalie se tenait sur le seuil, nous observant. Son expression restait neutre, voire agréable, comme si elle regardait quelque chose de moyennement intéressant à la télévision. « Regarde ça », a dit le secouriste masculin. Il avait soulevé Amber sur le brancard. Il a retiré son pull déchiré, révélant des bleus le long de ses côtes à différents stades de guérison, des marques plus anciennes, jaune-vert, se mêlaient à des marques violettes fraîches. Des empreintes en forme de doigts entouraient le haut de son bras. « Ce sont des blessures de défense », a dit la secouriste, sa voix se durcissant. Et ce saignement provient d'un traumatisme contondant, pas d'une chute. Je veux l'accompagner. Mes jambes semblaient instables. Bien sûr, mais madame, je dois signaler cela. C'est obligatoire. Elle a sorti sa radio. Et vous devriez savoir que si votre sœur est bien celle que je pense, elle est dangereuse. Très dangereuse. Le trajet jusqu'à l'hôpital Merci Général s'est déroulé dans un flou de sirènes et d'équipements de surveillance. Amber est restée inconsciente, son visage masqué par un masque à oxygène. Je lui tenais la main froide et lui murmurais des excuses dans l'air antiseptique. Ils l'ont emmené d'urgence aux urgences dès notre arrivée. Une infirmière m'a guidé vers une salle d'attente avec des chaises grises et des magazines vieux d'1 an.
Je me suis assise seule, ma robe de soirée incongrue au milieu des familles inquiètes en survêtement et en jean. Un médecin est apparu après 30 minutes qui m'ont paru 30 ans. Votre fille a une grave commotion cérébrale et 3 côtes fêlées. Il y a des preuves de traumatisme répétées sur plusieurs semaines. Nous avons contacté les services de protection de l'enfance et la police. Est-ce qu'elle va se réveiller? Les scanners ne montrent pas d'hémorragie cérébrale, ce qui est une bonne chose, mais nous la maintenons sous sédatif pour le moment afin de laisser l'édème diminuer. Elle devrait reprendre conscience dans les 24 heures. Il s'est assis sur la chaise à côté de moi. Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé? J'ai tout expliqué, mon retour de la fête, la découverte d'Amber effondrée, la cruauté désinvolte de ma sœur. Les mots semblaient insensés en sortant de ma bouche. Ma propre famille, ma propre sœur. Le médecin a écouté sans m'interrompre, prenant des notes. Nous voyons cela plus souvent que les gens ne le pensent, des schémas de violence intergénérationnelle, des membres de la famille qui permettent le mal. 2 policiers sont arrivés 1 heure plus tard. Ils ont pris ma déposition dans une salle privée, enregistrant tout. L'inspectrice Williams avait la cinquantaine, avec des yeux bienveillants et une attitude pragmatique. Son partenaire, l'agent Brox, semblait tout juste sorti de l'académie. Nous sommes allés à votre appartement, a dit l'inspectrice Williams. Il n'y avait personne. Pas de vêtements dans la chambre d'amis. Aucun signe que quelqu'un ait séjourné chez vous. La voiture de vos parents a disparu du parking visiteur. Ils s'étaient enfuis. La réalité s'est installée dans mon estomac comme des pierres. Nous avons émis un avis de recherche pour tous les 3. Pouvez-vous fournir des photos? J'ai fait défiler mon téléphone, trouvant des photos de Thanksgiving. Nathalie souriant à côté de la dinde qu'elle avait insisté pour cuisiner. Mes parents avec Amber entre eux. Tout le monde avait l'air heureux, normal. La parfaite fête de famille. Envoyez-les à cette adresse email, l'inspectrice Williams m'a tendu une carte. Maintenant, dites-moi tout ce que vous savez sur le passé de votre sœur. J'en savais si peu. Nathalie avait toujours été la préférée de mes parents, de 5 ans ma cadette est infiniment plus charmante. Elle avait beaucoup déménagé, changeant de ville tous les 2 ou 3 ans, Portland, Seattle, Denver, Phoenix. Elle occupait des emplois dans la vente qui ne semblaient jamais durer et fréquentait des hommes qu'elle ne présentait jamais à la famille. Elle a été mariée une fois, ai-je dit lentement, il y a peut-être 10 ans. Je ne me souviens pas de grand-chose. Ça n'a pas duré longtemps, quelques mois. Connaissez-vous le nom de son ex-mari? James quelque chose. Elle n'en a jamais parlé. L'inspectrice Williams a échangé un regard avec l'agent Brox. Nous allons effectuer une vérification approfondie de ses antécédents. La piste de la secouriste sur la famille Chen est en cours de suivi. Si votre sœur utilisait un pseudonyme, nous devons savoir pourquoi. Ils m'ont laissé avec l'instruction de rester à l'hôpital. Une assistante sociale est apparue avec des papiers et des platitudes compatissantes. J'ai signé des formulaires autorisant le partage des photos des blessures d'Amber avec les forces de l'ordre. Vers minuit, ils l'ont transférée dans une chambre privée. Je me suis assise à côté du lit, regardant la montée et la descente régulière de sa poitrine sous les couvertures blanches. Les moniteurs émettaient des bips rythmés. Quelqu'un avait nettoyé le sang de ses cheveux, révélant une ligne de points de suture au-dessus de son oreille gauche. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, tu as toujours été trop tendre. La prochaine fois, peut-être que tu l'élèveras correctement. Je l'ai montré au policier posté devant la porte. Il l'a signalé immédiatement, demandant une localisation du numéro. Jennifer m'a envoyé un message, demandant si j'allais bien, disant que mon départ soudain avait inquiété tout le monde. Je n'arrivais pas à formuler une réponse qui ait du sens. Désolé, je ne peux pas venir à l'after. Ma sœur a battu ma fille jusqu'à la rendre inconsciente. Passez une bonne soirée. J'ai éteint mon téléphone. Le sommeil est venu par bribes sur la chaise inconfortable. Les infirmières vérifiaient les constantes toutes les 2 heures, leurs pas feutrés et leur voix basse étant étrangement réconfortants. Vers 4 heures du matin, les doigts d'Amber ont tressailli contre les miens. Ma chérie, je me suis penché en avant. Amber, tu m'entends? Ses paupières ont papilloté mais ne se sont pas ouvertes. L'infirmière de nuit est apparue, vérifiant à nouveau ses pupilles avec une petite lampe de poche. De bons signes, a-t-elle murmuré. Le médecin se raconte. L'aube a filtré à travers les stores,
peignant tout en nuances de gris. Mes muscles étaient endoloris d'avoir dormi assise. Ma robe de soirée était froissée et tachée de sang séché. Je devais avoir l'air d'avoir survécu à ma propre catastrophe. L'inspectrice Williams est revenue à 7 heures, apportant du café et un sac de bagel de la cafétéria. Son expression était sombre. Nous avons trouvé quelque chose. Elle a ouvert un ordinateur portable, le tournant vers moi. Votre sœur a 4 identités différentes dans 4 états différents, Natalie Porter, Victoria Chen, Rebecca Morrison, Diane Stafford. Même femme, même visage, nom différent. L'écran montrait des permis de conduire, chacun avec le visage de ma sœur mais des adresses, des âges, et même des couleurs d'yeux différentes. Sur l'un, elle était brune, sur un autre, rousse. Chaque identité avait une situation familiale qui s'était mal terminée. L'inspectrice Williams a poursuivi, la famille Chen était le cas dont se souvenait la secouriste, une enquête des services de protection de l'enfance pour maltraitance avant qu'ils ne disparaissent. Elle a cliqué sur un autre dossier. L'identité Morrison était à Denver. Un autre signalement de maltraitance d'enfant, mais Diane Morrison a prétendu que c'était le beau-père et qu'elle protégeait l'enfant. L'enquête a été abandonnée quand ils ont déménagé. L'inspectrice Williams a ouvert d'autres dossiers. Rebecca Stafford à Phoenix. Celui-là est pire. Son petit ami a été arrêté pour avoir cassé le bras d'un garçon de 10 ans. Rebecca a témoigné contre lui, a joué la petite amie horrifiée, et a obtenu la garde de l'enfant dont elle fréquentait le père. Où sont ces enfants maintenant, ai-je demandé, ma voix à peine audible. En famille d'accueil, pour la plupart, certains chez des parents. Ils racontent tous des histoires similaires. Une femme gentille en ménage ou commence à sortir avec leurs parents, semble merveilleuse au début, puis devient progressivement cruelle. Des punitions pour des infractions mineures, isolant l'enfant de l'autre parent. Si quelqu'un remet cela en question, elle disparaît et recommence ailleurs. Je fixais l'écran, le visage de ma sœur multiplié à travers les pseudonymes et les mensonges. Pourquoi les enfants? C'est ce que le FBI essaie de comprendre. Nous sommes en contact avec eux depuis 3 heures du matin. Cela traverse les frontières des États, de multiples juridictions. Elle a fermé l'ordinateur portable. Vos parents l'ont aidé, probablement en l'aidant à déménager et à établir de nouvelles identités. Nous examinons leurs finances maintenant. Je l'ai laissé entrer chez moi, ai-je dit, les mots s'étouffant. J'ai laissé ma fille seule avec elle. Vous n'aviez aucune raison de vous méfier, a dit doucement l'inspectrice Williams. Elle est douée dans ce qu'elle fait. Le schéma montre qu'elle cible les parents célibataires, généralement ceux qui ont des emplois exigeants. L'inspectrice Williams a continué, elle offre de l'aide, se rend indispensable, et attend que le parent dépende de sa présence. Puis la violence commence, toujours lorsque le parent n'est pas là. La nuit où j'ai travaillé tard la semaine dernière, Amber semblait effrayée quand je suis rentré, ai-je dit. Elle a dit qu'elle avait oublié de faire la vaisselle, et que tante Nathalie s'était fâchée. Je lui ai dit d'être plus prévenante puisque Nathalie nous rendait service. Ne vous infligez pas ça, a dit l'inspectrice Williams. C'est une prédatrice. Elle sait exactement comment manipuler toutes les personnes impliquées. Une infirmière a passé la tête dans la pièce. Votre fille se réveille. Je me suis précipité au chevet du lit. Les yeux d'Amber se sont ouverts lentement, flous et confus. Elle a cligné des yeux en regardant le plafond blanc, la perfusion dans son bras, les moniteurs qui l'entouraient. Maman? Sa voix est sortie comme un croassement. Je suis là, ma chérie. Tu es en sécurité. Tu es à l'hôpital. Des larmes coulaient sur mon visage. Est-ce que tante Nathalie est là? La panique a envahi son expression. Elle a essayé de se redresser, haletant de douleur. Non, ma chérie. Non, elle est partie. Elle ne peut plus te faire de mal. Amber s'est effondrée contre les oreillers, sanglotant de soulagement. Ce son a brisé quelque chose en moi. Ma fille de 12 ans avait été terrifiée dans sa propre maison, et je n'avais rien vu. Une spécialiste en traumatologie pédiatrique est arrivée plus tard ce matin-là. Le docteur Pamela Winters avait les cheveux gris et une manière douce qui a immédiatement mis Amber à l'aise. Elles ont parlé en privé pendant 1 heure pendant que je faisais les 100 pas dans le couloir, l'inspectrice Williams me tenant compagnie. Elle vous demande, a dit le docteur Winters quand la porte s'est finalement ouverte. Son expression était soigneusement neutre. Amber était assise, calée sur des oreillers,
l'air petite et fragile. Elle tordait le bord de la couverture entre ses doigts. « Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit », a-t-elle murmuré. Tante Nathalie a dit que si je le disais à quelqu'un, elle dirait que je mentais pour attirer l'attention parce que papa est parti. Elle a dit que mamie et papy la soutiendraient, que personne ne me croirait. Raconte-moi maintenant. Tout. J'ai approché une chaise et j'ai pris sa main. L'histoire a émergé en fragments douloureux. Ça a commencé petit, Nathalie critiquant la façon dont Amber mangeait, s'habillait, parlait, suggérant des améliorations d'une manière amicale. Puis les améliorations sont devenues des exigences. Range ta chambre selon les normes impossibles de Nathalie ou perds tes privilèges de téléphone. Fais la vaisselle parfaitement ou saute le dîner. Fais tes devoirs plus vite ou reste debout face au coin pendant 1 heure. Mamie et papy sont venus il y a 2 semaines, a dit Amber. Je pensais qu'ils m'aideraient, mais ils ont dit que tante Nathalie m'apprenait la discipline, que j'étais gâté parce que tu travaillais trop et que tu te sentais coupable. Sa voix a baissé. Mamie m'a tenu les bras pendant que tante Nathalie me frappait avec une cuillère en bois. Elle a dit que c'était pour avoir répondu. Ma vision s'est brouillée de rage et de larmes. Hier soir, j'ai fait tomber un verre en faisant la vaisselle. Il a glissé parce que mes mains étaient mouillées. Elle a touché le bandage sur sa tête. Tante Nathalie est devenue si furieuse. Elle m'a attrapé par les cheveux et m'a cogné la tête contre le comptoir. Puis elle m'a traîné jusqu'à la porte et m'a poussé dans le couloir. Elle a dit que je pourrais revenir quand j'aurais appris à faire attention. Tu es restée inconsciente dans le couloir pendant au moins 30 minutes avant que je rentre, ai-je dit. Je me souviens avoir essayé de frapper à la porte, a murmuré Amber, mais tout est devenu flou. Elle s'est remise à pleurer. J'ai cru que j'allais mourir là dehors. Le docteur Winters est intervenu. Ça suffit pour l'instant. Elle a besoin de repos. Au cours de la semaine suivante, l'enquête s'est étendue. Le FBI a découvert que mes parents aidaient Nathalie depuis plus d'1 décennie. Les relevés bancaires montraient des virements réguliers d'argent, toujours après qu'elle ait déménagé dans une nouvelle ville. La correspondance par email a révélé qu'ils étaient au courant des allégations de maltraitance, les qualifiant de mensonges des enfants ingrats et des ex-partenaires vindicatifs. 3 autres familles se sont manifestées après que l'histoire a fait la une des journaux locaux, des enfants qui avaient été sous la garde de Nathalie, des parents qui avaient accueilli son aide, tous ont raconté des histoires similaires. Le schéma était indéniable. Ils ont attrapé mes parents en Caroline du Nord, alors qu'ils tentaient de fuir vers la frontière canadienne. Nathalie n'était pas avec eux. Elle avait disparu quelque part entre notre appartement et la frontière de l'État. Linda et George ont été extradés pour faire face à des accusations de mise en danger d'enfants, de complot et d'entrave à la justice. J'ai assisté à leur mise en accusation, assise dans la galerie et les regardant entrer en combinaison orange. Les cheveux parfaits de Linda tombaient mollement sur ses épaules. George avait vieilli de 10 ans en 2 semaines. Aucun des deux n'a voulu me regarder. Leur avocat a soutenu qu'ils étaient âgés, confus et manipulés par leur fille perturbée. Le procureur a présenté des années de preuves montrant une aide délibérée et calculée dans les crimes de Nathalie. Le juge a refusé la libération sous caution. Amber est rentrée à la maison après 5 jours à l'hôpital. J'avais pris un congé sans solde, aux grandes dames de mon patron. La promotion pouvait attendre. Tout pouvait attendre. Nous avons commencé une thérapie ensemble, 2 fois par semaine avec le docteur Winters. Amber faisait des cauchemars, se réveillant en hurlant que quelqu'un était dans l'appartement. J'ai installé de nouvelles serrures et un système de sécurité avec des caméras dans chaque pièce. Cela ne semblait toujours pas suffisant. Jennifer est venue nous voir, apportant des fleurs et une carte de sympathie maladroite. Je suis tellement désolé. Si j'avais su, si l'un de nous avait réalisé. Comment auriez-vous pu, ai-je dit. Je vivais avec elle et je n'ai rien vu. La police est venue au bureau, posant des questions sur ton emploi du temps, a dit Jennifer. À quelle fréquence tu travaillais tard, si tu semblais stressé. Elle s'est perchée sur le bras du canapé. Tout le monde se sent mal. Nous t'encouragions à rester à la fête. C'est moi qui aurais dû être là. 1 mois a passé. Nathalie restait introuvable malgré les bulletins du FBI et la couverture médiatique. Elle avait probablement changé d'apparence à nouveau, pris un nouveau nom et déménagé dans une autre région. L'agent du FBI chargé de l'affaire, l'agent Morris, appelait chaque semaine avec des mises à jour qui ne contenaient jamais de nouvelles réelles. Amber est lentement redevenue elle-même. Les bleus se sont estompés.
Les points de suture ont été retirés. Les cauchemars sont devenus moins fréquents. Elle a recommencé à manger normalement, à rire de vidéos stupides sur son téléphone et à parler de ses amis de l'école. David a appelé pour la première fois en 6 mois après qu'un ami lui ait envoyé un article de journal. Il était horrifié, plein de remords et d'explications sur les raisons de son absence. Je l'ai laissé parler, puis j'ai raccroché quand il a suggéré qu'Amber vienne passer un certain temps avec lui en Californie. Jamais de la vie, ai-je marmonné à la tonalité. En mars, 3 mois après que tout se soit effondré, j'ai reçu un appel de l'agent Maurice. Nous l'avons trouvé. Mon cœur a raté un battement. Nathalie. Nathalie avait été arrêtée à Tucson, sous le nom de Patricia Walsh. Elle travaillait dans une école maternelle, et sortait avec un père célibataire ayant une fille de 6 ans. L'école a remarqué des bleus sur l'enfant et a appelé les autorités. Quand la police est arrivée, Nathalie s'est enfuie. Une correspondance d'empreintes digitales a confirmé son identité. Elle sera extradée ici pour son procès, a poursuivi l'agent Maurice. Avec les preuves que nous avons recueillies dans plusieurs États, elle risque de 20 à 30 ans, au minimum. Et mes parents? Ils ont accepté une négociation de peine. Votre mère a eu 8 ans. Votre père en a eu 6. Ils purgeront leur peine dans une prison fédérale pour leur rôle dans la facilitation de crimes interétatiques. Le procès a eu lieu en octobre. Je me suis assise dans la salle d'audience chaque jour, Amber à mes côtés, me tenant la main. Nous avons écouté les témoignages d'assistants sociaux, d'enfants que Nathalie avait maltraités, de familles qu'elle avait détruites. Les preuves étaient accablantes. Nathalie n'a montré aucune émotion tout au long du procès. Elle portait des robes sobres et gardait ses cheveux bien coiffés, jouant le rôle d'une femme normale prise dans des circonstances malheureuses. Son avocat a tenté de plaider la maladie mentale, un traumatisme de sa propre enfance, un besoin désespéré de contrôle découlant d'un sentiment d'impuissance. Le jury n'y a pas cru. Coupable sur tous les chefs d'accusation, maltraitance d'enfants, voies de fait, complot et fraude. Le juge l'a condamné à 45 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. Avant qu'il ne l'emmène, les yeux de Nathalie ont croisé les miens à travers la salle d'audience. Elle a souri. Juste une petite courbe de ses lèvres, là et puis plus rien. J'ai souri en retour, parce qu'elle avait tout perdu, alors qu'Amber et moi, nous nous avions encore l'une l'autre. À l'extérieur du palais de justice, les caméras de télévision se sont regroupées autour de notre avocat. Maître Richard Chen, qui partageait ironiquement son nom de famille avec l'un des pseudonymes de Nathalie, a fait une déclaration sur la justice et la protection des enfants. J'ai refusé de commenter, ne voulant que rentrer chez moi. Amber est entrée en 5e cet automne-là. Elle a rejoint le club d'art et s'est liée d'amitié avec une fille nommée Taylor qui aimait les films d'horreur et avait une collection de t-shirts de groupe vintage. La vie semblait presque normale à nouveau, bien que nous sachions toutes les deux qu'elle ne serait jamais du même genre de normalité qu'avant. J'ai finalement obtenu la promotion, bien que son éclat ait pâli. Plus d'argent était agréable, mais j'ai négocié des horaires flexibles et la possibilité de travailler à domicile 3 jours par semaine. Mon patron a accepté après tout ce qui s'était passé. Nous avons déménagé dans un nouvel appartement de l'autre côté de la ville, pour un nouveau départ, sans couloir où des choses terribles s'étaient produites. Amber a choisi une chambre, et nous l'avons peinte en bleu sarcelle, sa couleur préférée. Elle a accroché des guirlandes lumineuses et des affiches, faisant de cet espace entièrement le sien. Certaines nuits, je me réveille encore en sueur froide, me souvenant de la vue de ma fille recroquevillée contre cette porte, le sang dans ses cheveux, le haussement d'épaule désinvolte de ma sœur. Ces moments sont gravés dans ma mémoire, des cicatrices permanentes invisibles pour tous les autres. Mais alors, Amber m'appelle de sa chambre, me demandant si je veux regarder un film avec elle, et le présent revient en force. Elle est là. Elle est en sécurité. Nous avons survécu. Une lettre est arrivée la semaine dernière de la prison, Nathalie demandait à être ajoutée à ma liste de visiteurs. Je l'ai jetée sans la finir, puis je l'ai sortie de la poubelle et l'ai donnée à l'agent Maurice. Une preuve de harcèlement continu, a-t-il dit. Elle essaiera de vous contacter. Les manipulateurs n'arrêtent pas. Ils s'adaptent, c'est tout. Je suis prête maintenant. La personne qui était aveugle et confiante est morte dans cette salle d'attente d'hôpital. La femme qui en est ressortie est plus dure, plus méfiante, infiniment plus protectrice. Amber s'épanouit sous cette nouvelle vigilance. La thérapie continue, l'aidant à traiter le traumatisme et à reconstruire la confiance.
Le docteur Winters dit qu'elle est remarquablement résiliente. Elle a une bonne mère, m'a dit le docteur lors d'une séance. Ça fait toute la différence. J'essaie de le croire. La découverte des autres identités de Nathalie a ouvert une boîte de Pandore que je n'avais pas anticipée. L'agent Maurice m'a convoqué pour une réunion au bureau local du FBI en centre-ville. Il s'est assis en face de moi dans une salle de conférence stérile, des dossiers empilés entre nous comme des accusations. Nous avons besoin que vous regardiez quelque chose. Il a ouvert le premier dossier, révélant des photographies d'enfants, des dizaines d'entre eux, d'âges et d'ethnies différents, tous avec des yeux hantés. Ce sont les victimes que nous avons confirmées jusqu'à présent. 11 enfants, dans cet état, sur 12 ans. Mes mains tremblaient en regardant les photos. Un garçon avec un plâtre au bras. Une fille avec un œil au beurre noir, mal couvert de maquillage. Un autre enfant avec des cicatrices sur les avant-bras. Chaque visage racontait une histoire de souffrance. Il y a plus. L'agent Maurice a sorti un autre dossier. Votre sœur tenait des journaux intimes. Nous les avons trouvés dans un garde-meuble qu'elle louait sous le nom de Victoria Chen. Les journaux étaient perturbants au-delà de l'imaginable. Page après page, elle détaillait ses méthodes, ses justifications, sa satisfaction à briser l'esprit des enfants. Elle écrivait sur la façon de trouver des parents célibataires trop occupés ou trop coupables pour remarquer. Elle décrivait comment manipuler les grands-parents et d'autres membres de la famille pour la soutenir. Une entrée datant de 2 ans m'a rendu physiquement malade, la clé est de leur faire sentir qu'ils le méritent. Les enfants sont si prompts à croire qu'ils sont le problème. Quelques semaines de messages cohérents, et ils s'excuseront pour des choses qui ne sont pas de leur faute. Ils accepteront la punition sans poser de questions. Linda et George comprennent cela. Ils m'ont élevé de la même manière. J'ai repoussé le journal. Elle a appris ça de mes parents. Il semble que oui. Nous avons interrogé des gens qui connaissaient votre famille pendant votre enfance, des voisins, des enseignants, des amis de la famille. L'expression de l'agent Maurice était soigneusement neutre. Plusieurs personnes ont décrit votre mère comme contrôlante et votre père comme passif. Plusieurs ont mentionné des inquiétudes sur la façon dont votre sœur était traitée, mais personne n'a rien signalé d'officiel. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une clarté écœurante. Nathalie n'était pas devenue un monstre, elle avait été créée pour en être un, puis avait perfectionné son art sur les autres. Mes parents ne s'étaient pas contentés de permettre ses abus, ils lui avaient enseigné comment faire. Et moi? La question est sortie, toute petite. Pourquoi n'étais-je pas comme elle? Ordre de naissance différent, tempérament différent, réaction différente au même environnement. Vous êtes l'aînée, la responsable. Vous vous êtes échappée en étant parfaite, contrôlable. Votre sœur s'est échappée en apprenant à contrôler les autres. Il a fermé les dossiers. L'évaluation psychiatrique suggère qu'elle souffre d'un trouble de la personnalité antisociale avec des traits sadiques. Elle prend un réel plaisir à causer de la douleur. J'ai quitté le bureau du FBI en me sentant vidé. Tout ce que je croyais sur mon enfance, ma famille, avait été un mensonge soigneusement construit. Les fêtes de famille heureuses, les photos de famille, l'apparence de normalité, tout cela avait masqué quelque chose de pourri en dessous. Le docteur Winters m'a aidé à digérer ces révélations. Les enfants ne choisissent pas leur famille, a-t-elle dit. Vous avez survécu à la vôtre en développant l'empathie et la responsabilité. Votre sœur a survécu en développant la cruauté et la manipulation. Aucune de vous n'avait de bonnes options. C'est moi qui l'ai introduite dans la vie d'Amber. Vous avez fait confiance à votre sœur, car c'est ce que nous sommes censés faire avec la famille. L'échec a été le sien, pas le vôtre. Jennifer apportait du travail à l'appartement, m'aidant parfois à rester à jour pendant mon congé. Nous nous asseyions à la table de la cuisine avec nos ordinateurs portables et du café, prétendant que c'était un arrangement normal de télétravail. Les rumeurs au bureau ont été terribles, a-t-elle admis un après-midi. Les gens posent des questions indiscrètes, spéculent sur votre famille. Les RH ont dû envoyer une note de service sur les conversations appropriées au travail. Super. Je suis le spectacle du bureau maintenant. En fait, non. La plupart des gens sont horrifiés. Teresa de la Compta a organisé une chaîne de repas pour vous et Amber. Le marketing a collecté de l'argent pour des cartes cadeaux. Tout le monde veut t'aider mais ne sait pas comment. La gentillesse de collègues que je connaissais à peine en dehors des réunions m'a surprise. Des plats cuisinés sont apparus à notre porte avec des instructions pour les réchauffer.
Des chèques cadeaux pour des restaurants et des supermarchés sont arrivés dans ma boîte aux lettres professionnelles. Une femme du service juridique, dont je n'avais jamais appris le nom, a envoyé une énorme boîte de matériel d'art pour Amber avec un mot « Ma nièce adore dessiner quand elle est stressée ». J'espère que ça aidera. Ces petits gestes comptaient plus que quiconque ne pouvait l'imaginer. Chacun disait « Nous te voyons. Tu n'es pas seul. Ce n'était pas de ta faute. » L'école d'Amber lui a assigné une conseillère, Madame Patricia Hammond, spécialisée dans les cas de traumatisme. Elles se rencontraient 2 fois par semaine pendant la pause déjeuner. Amber était réticente au début, insistant sur le fait qu'elle allait bien. Ça aide de parler à quelqu'un qui n'est pas moi, lui ai-je dit. Quelqu'un qui n'a aucun lien avec ce qui s'est passé. Madame Hammond porte des pulls complètement faux avec des chats dessus, a dit Amber après sa 3e séance. Celui d'aujourd'hui avait un chat qui jouait du piano. C'était tellement bête que ça m'a fait rire. Les petites victoires semblaient monumentales, Amber qui riait, Amber qui dormait toute la nuit, Amber qui prenait son petit déjeuner sans que j'aie à l'amadouer. Chaque étape marquait un progrès loin de cette nuit de décembre. L'audience préliminaire de mes parents a eu lieu en avril. Leur avocat a tenté de soutenir qu'ils étaient victimes de la manipulation de Nathalie, des personnes âgées confuses par les mensonges de leur fille. Le procureur a démoli cette défense avec des emails, des relevés bancaires et des témoignages de voisins qui les avaient entendus discuter de aider Nathalie à repartir à zéro à plusieurs reprises. Un email de ma mère à Nathalie, daté de 3 ans plus tôt, disait « Cette femme à Denver n'arrête pas d'appeler les autorités à ton sujet. George pense que tu devrais déménager à nouveau. Nous pouvons virer de l'argent pour le premier et le dernier mois de loyer. N'oublie pas d'utiliser un nom de famille différent cette fois. » Ils savaient. Ils avaient toujours su. Et ils l'avaient aidé à échapper aux conséquences à plusieurs reprises. Le juge a ordonné leur maintien en détention sans caution, confirmant la décision de la première mise en accusation. Alors qu'on les emmenait hors de la salle d'audience, ma mère m'a enfin regardé. Son expression ne contenait aucun remords, aucune honte, seulement de la colère que j'ai détruit leur famille en impliquant les autorités. J'ai alors réalisé qu'elle ne croyait toujours pas que Nathalie avait fait quoi que ce soit de mal. Dans son esprit, le vrai crime était ma trahison de la loyauté familiale en protégeant ma fille. David s'est présenté à notre nouvel appartement sans prévenir en mai. J'ai ouvert la porte pour le trouver là, avec des fleurs et un animal en peluche, l'air mal à l'aise dans un costume coûteux. « Je veux voir Amber », a-t-il dit, pour m'excuser, pour aider si je peux. Il a déplacé les fleurs. Je sais que j'ai été absent. Je sais que je lui ai manqué. Mais je suis son père, Cindy. J'ai des droits. Des droits. Le mot avait un goût amer. Tu n'as pas appelé depuis 6 mois. Tu as manqué son anniversaire. Tu as oublié Noël. Mais maintenant qu'elle a été traumatisée et que c'est partout dans les journaux, soudain tu es le père de l'année? Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce qui n'est pas juste, c'est d'expliquer à notre fille pourquoi son père a disparu quand il a eu une nouvelle femme. Ce qui n'est pas juste, c'est qu'elle apprenne à ne rien attendre de toi pour ne pas être déçue. J'ai commencé à fermer la porte. Reviens quand tu auras été réellement présent pendant plus d'1 semaine. Je vais prendre un avocat. Sa voix est devenue froide. Je vais demander la garde partielle. Vas-y, explique à un juge pourquoi tu n'as rien contribué à sa vie pendant 3 ans, puis que tu veux soudainement la garde après qu'elle ait été maltraitée. Explique tes 6 mois de silence après son hospitalisation. Je suis sûr que ça se passera bien. J'ai claqué la porte. Amber est apparue dans le couloir, ayant tout entendu. Je ne veux pas le voir, a-t-elle dit doucement. Je ne veux pas aller en Californie et faire semblant d'être une famille heureuse. Il nous a quittés. Je sais, ma chérie. Il ne te forcera pas. Je te le promets. L'avocat de David a bien contacté mon avocat. Richard Chen a répondu avec une chronologie détaillée de l'absence de David, de son manquement à payer la pension alimentaire à temps, et de son manque d'implication dans la crise médicale d'Amber. La menace de garde s'est évaporée après un seul appel téléphonique. David a envoyé un chèque de 5 000 € et un mot disant qu'il respecterait l'espace d'Amber. De l'argent au lieu de la présence. Typique. L'été est arrivé, apportant l'humidité et la promesse de longues journées sans horaire scolaire. Amber et moi avons établi de nouvelles routines, des promenades matinales dans notre quartier, des après-midi à la bibliothèque ou au musée d'art, des soirées à cuisiner ensemble, expérimentant des recettes qui fonctionnaient parfois et souvent non.
Taylor venait souvent. Elle était une bonne influence, drôle et créative sans être débridée. Elle passait des heures dans la chambre d'Amber à dessiner ou à regarder des vidéos, leur rire filtrant à travers l'appartement comme de la musique. La mère de Taylor veut te rencontrer, a mentionné Amber un soir. Elle n'arrête pas de dire qu'elle devrait se présenter puisque nous sommes toujours ensemble. C'est gentil. Invite-les à dîner ce week-end. Catherine Morris s'est avérée être une kinésithérapeute aux cheveux roux et au rire facile. Elle est arrivée avec du vin et des histoires sur le côté dramatique de Taylor. Elle veut être réalisatrice depuis qu'elle a 6 ans, a expliqué Catherine, observant les filles à travers l'embrasure de la cuisine alors qu'elles débattaient des angles de caméra pour un projet vidéo. Tout est une production avec elle. S'habiller pour l'école devient un défi de conception de costumes. Amber est tellement plus légère depuis qu'elles sont amies. Taylor m'a raconté ce qui s'est passé, a dit Catherine doucement. Pas les détails, juste qu'Amber avait traversé quelque chose de difficile. Pour ce que ça vaut, votre fille est résiliente et gentille. Vous avez fait quelque chose de bien. Nous sommes devenus amis, Catherine et moi. Elle comprenait les difficultés de la monoparentalité, ayant divorcé du père de Taylor il y a 5 ans. Nous compatissions sur les arrangements de garde et l'équilibre travail-vie personnelle autour d'un café pendant que nos filles complotaient des projets créatifs. Parfois, je crains d'être trop protectrice maintenant, ai-je admis lors d'une de nos promenades matinales. Je vérifie constamment Amber. Je panique si elle a 5 minutes de retard pour répondre à un SMS. Je sais que ce n'est pas sain. Toi aussi, tu es en train de guérir, a dit Catherine en ajustant ses lunettes de soleil. Donne-toi du temps. Un traumatisme ne disparaît pas du jour au lendemain. Tu as le droit d'être hypervigilante pendant un certain temps. L'agent Maurice a appelé en juillet pour annoncer que la date du procès de Nathalie était fixée à octobre. L'accusation est confiante, a-t-il dit. Nous avons des preuves de plusieurs juridictions, des témoignages de nombreuses victimes, ses propres journaux. Elle sera condamnée. Et si elle ne l'est pas? Alors nous la rejugerons dans un autre état. Nous avons assez de charges pour la garder en prison à vie, plusieurs fois. Elle ne sortira pas, la certitude dans sa voix a aidé à calmer une partie de mon anxiété. Nathalie ferait face à la justice. Mes parents feraient face à la justice. Le système fonctionnait, lentement mais sûrement. Amber s'est remise à lire, chose qu'elle avait arrêtée après cette nuit de décembre. Elle dévorait des romans de fantasy, se perdant dans des mondes magiques où le bien triomphait et où les héros sauvaient la situation. J'aime les histoires où les enfants sont puissants, a-t-elle expliqué quand je l'ai interrogée sur ses choix de lecture. Où ils se défendent et gagnent. Tu t'es défendu, ai-je dit. Tu as survécu. Je suppose que ça ne ressemble pas à une victoire, a-t-elle dit pensivement. J'ai l'impression de ne pas être morte, c'est tout. Le docteur Winters a expliqué que c'était normal. Les survivants ont souvent du mal à voir leur survie comme une victoire alors qu'ils portent encore le traumatisme. Sa victoire, c'est sa guérison, m'a dit le docteur. Chaque jour, elle assimile davantage, devient plus forte, se réapproprie. C'est ça, le triomphe. À l'anniversaire de cette nuit de décembre, Amber et moi avons fait des biscuits ensemble dans notre nouvelle cuisine. Nous n'avons pas discuté de ce que nous commémorions, mais nous le savions toutes les deux. 1 an que tout s'était brisé, puis avait lentement commencé à se reconstruire. Maman, a dit Amber, levant les yeux de la décoration d'un biscuit au sucre avec un glaçage violet, je suis contente que tu sois rentrée quand tu l'as fait. Moi aussi, ma chérie. Même si tout était terrible et effrayant, au moins maintenant, je sais que tu me croiras toujours. Que tu me protégeras toujours. Je l'ai serré dans mes bras, faisant attention à ses côtes et à son esprit encore en convalescence. Toujours. Pour toujours, quoi qu'il arrive. Nous avons mangé des biscuits et regardé une comédie ridicule, riant de blagues stupides et jetant du popcorn sur la télévision, une soirée de vendredi tout à fait normale pour une mère et une fille qui avaient survécu et s'étaient accrochées l'une à l'autre. Mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité, une autre affaire avait été liée au crime de Nathalie, une famille au Texas il y a 8 ans. Le FBI rouvrait l'enquête. Plus de victimes, plus de preuves, plus d'années potentiellement ajoutées à sa peine. J'ai supprimé l'alerte sans lire l'article complet. Ce chapitre de nos vies était clos. Nathalie était derrière les barreaux. Mes parents payaient pour leur complicité. Et Amber était en sécurité dans notre maison, décorée de ses œuvres d'art et remplie de ses rires.